Salut à tous, nous sommes le mardi 14 avril 2026 et notre cher ami, notre très cher ami, bienvenue à nouveau. Ravi d'être avec toi, Nima. Permettez-moi de commencer par le blocus américain contre l'Iran. Quelle pourrait en être l'efficacité? Quelle est votre compréhension de cette mesure? Vous savez, alors que les négociations, les discussions ont lieu, et qu'en plein milieu de ces pourparlers à Islamabad, Donald Trump annonce un blocus contre l'Iran. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, permettez-moi de dire que je pense que faire venir Jared Kushner et Steve Witkoff pour affronter les Iraniens à Islamabad, même s'ils gardaient le silence, relevait d'une idiotie absolue. Pourquoi amener ces deux personnes qui ont fait semblant d'être des diplomates à cette réunion, qui avaient une certaine crédibilité, limitée, certes, mais réelle, pour la détruire sans même essayer? Je veux dire, les Iraniens considèrent ces deux types exactement pour ce qu'ils sont. Des menteurs, des trompeurs, des escrocs. Alors pourquoi les amener? C'était ma première impression de toute cette affaire. Et ensuite, la désinvolture avec laquelle nous avons apparemment traité les 10 points que les Iraniens ont présentés au monde et que j'ai reçus tôt parce que Trita Parsi en a fait une traduction et me l'a envoyé. Un ordre un peu différent dans les choses énoncées, mais néanmoins les mêmes propos, et en sachant parfaitement qu'il n'y en a probablement pas un seul dont Trump se soucie, et certainement très peu, voire aucun, qu'il accepterait. Et ensuite, entrer dans les négociations, eh bien, je devais supposer que ce qui se passait était exactement ce qui s'était produit auparavant, que nous allions entamer des négociations pour ensuite les attaquer en plein milieu de ces négociations. Et bien sûr, autant que je puisse en juger, malgré les informations venant de Jérusalem et de Washington à propos du Liban, les Israéliens n'ont strictement rien fait pour l'empêcher. Ils ont même accéléré et intensifié leurs opérations au Liban. Donc, ma question à propos de tout cela, Nima, pour en venir à ta question, c'est que je ne comprends pas ce que nous faisions. Je ne comprends tout simplement pas ce que nous faisions. Maintenant, en ce qui concerne le blocus, je dis la même chose, parce que nous ne bloquons rien. Et apparemment, les attaques limitées que nous avons menées contre l'île de Karg, si on m'a bien informé, je ne sais même pas si nous avons réellement mené ces attaques. Mais c'est ce que j'entends, et je le tiens de sources assez fiables. Que devait-il faire? Parce qu'elles n'étaient pas suffisantes pour causer des dégâts significatifs. Et est-ce parce que nous n'en étions tout simplement pas capables? Ou était-ce parce que, comme Trump l'a dit ensuite, peut-être pour se justifier, eh bien nous n'avons rien fait de vraiment mauvais, mais nous le ferons, en brandissant cela comme une menace? Je ne sais pas. Mais il n'y a aucun contrôle exercé par quiconque d'autre que les Iraniens. Et eux-mêmes n'ont pas un contrôle total, même avec les Omanais de l'autre côté qui les aident, sur le trafic dans le détroit d'Ormuz. Il n'y en a tout simplement pas. Il suffit de regarder, et c'est évident. Alors, que cherchons-nous à faire? Nous disons au monde que nous le contrôlons. Nous ne le contrôlons pas. Les Iraniens disent au monde que nous ne le contrôlons pas, mais ils ne font rien de vraiment répréhensible, comme arrêter des navires de guerre ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, je ne sais pas où nous en sommes. Je ne sais pas exactement où nous en sommes, sauf que je vois beaucoup de pétroliers et de navires encore au large du détroit sans le traverser. Et je sais que les économistes me disent que d'ici la fin juin, nous serons en récession, une récession mondiale. Et d'ici la fin août, début septembre, nous pourrions connaître une dépression mondiale. Et je sais que tout ce que Trump raconte sur le fait que nous avons plein de GNL, plein de pétrole, et tout le reste de ces absurdités est sans importance si le commerce mondial est en grande partie paralysé ou même sérieusement perturbé.
Dans ce cas, nous aurons d'énormes problèmes. Et cela m'inquiète parce que je constate le manque de vision stratégique et l'absence d'une véritable stratégie que j'avais déjà remarqué au tout début de cette affaire, le 28 février, je crois. Alors, que font-ils, c'est ma question. Et pourquoi ne le faisons-nous pas? Oui, je pense que Donald Trump avait en quelque sorte besoin de ces 2 semaines de cessez-le-feu. Je ne sais pas si c'était purement une stratégie militaire. Tu vois, à cause des pénuries et de ce qui se passe sur le plan défensif dans la guerre. Mais ces 2 semaines servent à envoyer plus d'armes à Israël, à envoyer plus de missiles. Je ne vois pas comment ça peut se produire à grande échelle, parce que nous n'en avons pas. Je veux dire, nous empruntons à nos alliés, le THAAD, des choses comme ça, mais nous ne pouvons pas faire apparaître des Tomahawks par magie. Nous ne pouvons pas inventer ces choses à partir de rien. Et je sais ce que le graphique montrait en termes de pénurie, et si nous pouvions ou non combler ces pénuries dans un délai raisonnable. Certaines munitions, oui, nous le pouvons, mais les munitions critiques, non. C'est pourquoi on voit Israël tirer très peu sur les missiles iraniens entrants, et on voit davantage de missiles iraniens atteindre leur cible et avoir un impact dévastateur. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Vous savez, je suis sur YouTube maintenant. 2 fois déjà, je suis sur YouTube en train de donner des conférences officielles. C'est de l'IA. C'est généré par l'IA. J'ai déposé une plainte auprès de YouTube, mais ils n'ont encore rien fait. Pourtant, j'y suis toujours. Ce sont de bonnes conférences. Quelqu'un les a écrites, et il a rédigé une conférence plutôt réussie. Je suis censé parler de la principale installation d'eau de Tel Aviv qui aurait été complètement détruite. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je le dis sur YouTube, et je le dis avec un talent incroyable. Et tout s'est fait à portée de main. Si tu regardes, tu verras bien que ce n'est pas moi. C'est mon image, ma voix, mes gestes, mais apparemment, je fais ça tout le temps. Et c'est une excellente conférence sur l'installation d'eau d'Eli, si cela s'est vraiment produit. Je dis que sur cette vidéo YouTube, qui a déjà environ 39 000 vues en 1 heure, il est indiqué que Tel Aviv est sans eau potable. Est-ce vrai? Je ne sais pas. J'ai essayé de vérifier avant de passer avec Tucker. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais si c'est le cas, et je ne mets pas cela hors de la portée de l'Iran, qui en serait capable, ils ont déjà démontré ce niveau de précision et ce type de missile dévastateur. Cela pourrait être en train de se produire. Et si c'est le cas, et qu'ils n'ont plus d'eau à Tel Aviv, c'est un vrai problème. Un problème majeur. En plus, j'ai vu les sondages ce matin. Il est en baisse dans les sondages. Que va-t-il faire maintenant? Va-t-il simplement dire qu'il n'y aura pas d'élection? Pour moi, en ce moment, le Liban et ce qu'il fait au Liban, ce qu'Erdogan a dit qu'il pourrait faire à Netanyahou, je sais qu'il parle beaucoup, et ce que nous avons apparemment dit à Netanyahou pour qu'il arrête. Ce qui se passe ailleurs en Israël montre, à mon avis, que nous avons perdu le fil de tout cela. Et Trump ne sait vraiment pas comment gérer Netanyahou, tout simplement. Il ne sait pas. Même s'il n'était pas soumis à des influences excessives, comme l'argent de Myriam Adelson et tout le reste, il ne saurait pas quoi faire. As-tu vu l'interview de John Kerry, où on lui a demandé s'il avait déjà eu affaire à Netanyahou? Bien sûr que oui, tu vois, et il a parlé de ce que c'était. Mais ils n'ont jamais été aussi accommodants que Trump l'est, avec chaque demande de Netanyahou. Alors pourquoi cela se produit-il? Eh bien, la suggestion, bien sûr, c'est qu'il y a les dollars d'Epstein et de Myriam et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'il essaie en réalité de prendre ses distances avec Netanyahou en ce moment. Et si Netanyahou ne fait pas ce qu'on lui dit de faire concernant le Liban,
cette distance va s'accentuer. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Nous n'allons certainement pas laisser Israël seul, je ne le crois pas. Ce que j'essaye de dire, c'est que la situation devient de plus en plus dangereuse à chaque minute, pas meilleure. Vous savez, les guerres sont censées, si vous êtes en train de gagner, s'améliorer. Celle-ci devient de pire en pire. Et tout ce que fait Trump, c'est continuer à sortir des choses de son chapeau. Voici la vidéo dont a parlé Laris. Au fait, savais-tu que Cargilan avait en réalité été attaqué de manière sérieuse? Je pense que récemment, non. Juste après le cessez-le-feu, il y a eu quelques rumeurs, mais rien ne s'est passé. C'est ce que je soupçonnais, mais je l'ai revu ce matin. Non, cela ne s'est pas produit. Faisiez-vous partie de ce genre de discussion? Je sais qu'il a déjà présenté ses propositions à des administrations précédentes. Avez-vous déjà participé à cela? Et avez-vous été surpris qu'il ait réussi à convaincre Trump de le faire? Eh bien, j'ai participé à plusieurs conversations avec le Premier ministre Netanyahou. À propos de lui, plaidant pour que les États-Unis frappent l'Iran. Oui, il voulait que nous frappions. Il est allé voir le président Obama et a fait une présentation demandant une frappe. Le président Obama a refusé. Le président Biden a refusé. Le président Bush a refusé. Le seul président qui a accepté, évidemment, c'est le président Trump. Larry, ce type était en cage quand il s'agissait des présidents précédents, Obama, Biden, George W. Bush. Mais en ce moment, il est sorti de sa cage. Il fait tout ce qu'il veut, même avec J.D. Vance. Il a dit que J.D. Vance le tenait informé chaque jour. Informer Kerry? Non. Informer Benjamin Netanyahu. Oh, Bibi, ouais. Oui, c'est la réalité de l'administration Trump. Je pense que personne ne peut l'ignorer. Benjamin Netanyahu connaît chaque détail des négociations, ce qui se passe, de quoi ils vont parler, quel sera l'ordre du jour et à quelles conditions. Il sait tout. Je l'appelais littéralement depuis le Pakistan 6 ou 7 fois par jour pour le tenir au courant de ce qui se passait. Eh bien, c'est une sacrée façon de mener des négociations, non? Bibi ne peut pas être là, mais Bibi est là à travers le vice-président des États-Unis. Le problème de Donald Trump ne se trouve pas à Washington, mais en Israël. Oui, Et il sait comment manipuler la situation. Il a tout. Eh bien, vous savez, regardez Stephen Miller, regardez Jared Kushner. Ça me fait encore plus réfléchir. oui, ça me fait de plus en plus penser que Bibi a un dossier Epstein, un dossier du Mossad, sur Trump. Probablement sur Melania aussi. L'une des raisons pour lesquelles elle a pris les devants avant que quelque chose ne sorte à son sujet, c'était cette peur. Je pense qu'il a un dossier sur Trump et que ce dossier est accablant. Je ne peux pas expliquer autrement le comportement de Trump. Les milliards de Miriam, je ne pense pas qu'il suffirait à pousser les États-Unis à se suicider, ce qu'ils font, dans une certaine mesure, avec Donald Trump. Je n'y crois tout simplement pas. Mais j'y croirais s'il s'agissait d'un dossier Epstein vraiment scandaleux sur Donald Trump, et peut-être aussi sur sa femme, parce que c'est le genre de personnage qu'est Donald Trump. Ce genre de choses le pousserait à agir, parce que cela ternit sa réputation qui est maintenant dépeinte comme celle de Jésus. Oui. Il a également attaqué le pape. Il a dit qu'il n'était pas satisfait de ce dont le pape parle. Et il l'a attaqué à un moment où Léo, le premier augustinien, se prépare à se rendre au pays d'Augustin, en Afrique, pour y faire un peu la fête. Augustin, ou peu importe comment on veut le dire,
C'est inadmissible qu'il ait choisi ce moment-là pour le faire. Inadmissible qu'il l'ait fait tout court. Je veux dire, le pape a parfaitement le droit de dire ce qu'il pense du type de tuerie que nous commettons en Iran, ces bombardements indiscriminés, et du type de tuerie que Bibi commet au Liban. Il tue des pharmaciens, des teinturiers, des femmes et des enfants. Il n'y a rien là-dedans qui soit lié au Hezbollah. C'est juste Bibi qui déverse sa colère sur le Liban. Le Liban envoie quelques roquettes. Il ne peut pas tuer ceux qui les ont envoyées. Alors, il tue les habitants du pays. Il n'y a aucune chance que ces négociations à Washington, le premier cycle de discussions directes entre le gouvernement libanais et les Israéliens, aboutissent à quoi que ce soit. Le camp libanais a déclaré que la première réunion avait été positive. Mais je ne vois pas comment ces négociations peuvent réellement avancer. Est-il même possible d'obtenir quelque chose avec Israël? Parce qu'Israël ne veut pas quitter le Liban. Ils veulent y rester. Ils veulent créer une zone tampon au-delà même de la région qu'ils occupent déjà. C'est là le problème. Je ne vois pas le Hezbollah reculer. Moi non plus. Jusqu'à présent, je pense qu'il y a une impasse, ou que le Hezbollah est légèrement en train de gagner. Si l'on compte le nombre de chars détruits, le nombre de soldats tués, le nombre de victimes en général, je pense que le Hezbollah est en train de gagner, comme en 2006. Et cela rend Netanyahou furieux. Cela le met en colère. Ensuite, il devient encore plus vindicatif et plus toxique dans sa prise de décision. Il a aussi un énorme problème dans son propre pays avec la mobilisation des réservistes, où le taux d'absence non autorisé atteint environ 30%. Il est à court de réservistes et dans une certaine mesure, il perd la capacité de gérer sa propre économie, car il maintient ces gens sous les armes depuis trop longtemps. Il en rappelle encore davantage selon certains rapports, et cela signifie qu'ils ne sont pas à leur poste de travail. Et l'économie est déjà ébranlée par les attaques et tout le reste. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir sans changement majeur, et je ne vois pas Netanyahou les mettre en œuvre. Donc je dois dire que soit quelqu'un va tirer sur Netanyahou, il y a une forte possibilité que ça se retourne contre lui, comme ce qui est arrivé à Rabin par exemple, et un colon pourrait le faire. Maintenant, il est bien protégé, d'après ce que je comprends. En fait, quelqu'un m'a demandé ce matin, comment se fait-il que l'on voit ces autres dirigeants, iraniens, libanais et ainsi de suite, se montrer de temps en temps et qu'on ne voit jamais Netanyahou faire cela? Est-ce qu'il est un grand lâche? Ma réponse a été oui, il l'est. Il accorde plus de valeur à sa propre vie qu'à celle de l'État d'Israël. Point final. Alors, comment peut-on être plus lâche que ça? Deux problèmes majeurs dans les négociations, Larry. L'un concerne le détroit d'Ormuz et l'autre le programme nucléaire iranien. Il semble que le principal désaccord entre les deux parties reposait sur ces deux questions. Mais ont-ils seulement parlé des autres questions? D'après mes informations, ils les ont traités de manière plutôt désinvolte, ces deux sujets ayant dominé la discussion. Ont-ils même abordé des points comme l'allègement des sanctions primaires et secondaires, les réparations, et ainsi de suite? Ce n'est pas arrivé. Je ne pensais pas. Oui, c'est le rapport que j'ai reçu. Ces points-là sont, tu sais, vraiment importants pour les Iraniens. Et pourtant, nous n'en sommes même pas arrivés là. Je veux dire, nous sommes tellement concentrés sur ces questions que nous ne pouvons pas aborder les autres. Alors, comment pourrais-tu t'attendre à ce que les négociations réussissent? Je suis désolé, vas-y. J'ai dit que je voulais que tu parles. Non, ils ont commencé, Larry. Il semble que la négociation ait débuté avec la question du détroit d'Ormuz.
Et Donald Trump a dit, je veux en faire partie. Je veux gagner de l'argent grâce au détroit d'Ormuz. Alors, va voir les Omanais et demande-leur de t'en accorder une part. D'accord. Ils ont dit, ce n'est pas le golfe du Mexique que vous essayez de prendre. Voulait-il le renommer le golfe américain? Il a dit, je veux leur expliquer le détroit de Trump. Le détroit de Trump, sauté. Je pense que le problème avec les négociations, avec les discussions, c'est qu'il y a une sorte d'impasse. Je ne vois aucune volonté de la part de l'administration Trump de s'y attaquer, car il faut être prêt. Si l'on est sérieux à propos des négociations, il faut s'y engager pleinement. J'ai vu la délégation iranienne se rendre à Islamabad. Je n'ai jamais vu une équipe aussi complète. Ils avaient tout. Tous les aspects des négociations, économiques, politiques, juridiques, tout était prêt pour négocier. Mais cela, on ne l'a pas vu. Je ne l'ai pas vu, de la part de J.D. Vance et des négociateurs de Washington. Nous n'avons jamais envoyé ce genre d'équipe, ni en Ukraine, ni dans aucune autre zone disputée ou pour aucun autre problème que nous avons. Nous n'envoyons pas d'équipe. Nous n'en avons pas envoyé une à Poutine. Nous n'en avons pas envoyé une à Lavrov. Marco Rubio n'en a pas emmené une à Riyad. Nous n'envoyons pas de groupe de travail ni d'équipe capable de gérer les détails de la diplomatie. L'ancienne expression « le diable se cache dans les détails » est doublement vraie pour la diplomatie. Ce sont les détails, quand on rédige des traités, quand on fait quoi que ce soit de ce genre, mais surtout en diplomatie en général, c'est extrêmement détaillé. Et il faut des groupes de travail. Il aurait fallu un groupe de travail pour chacun des points à l'ordre du jour. Au moins un groupe composé d'experts sur la question, comme les sanctions, comme l'allègement des sanctions primaires et secondaires. Nous ne faisons pas cela. Nous envoyons juste 2 ou 3 types incompétents qui sont finalement investis du pouvoir du président des États-Unis. Et ce pouvoir, c'est soit vous faites à notre manière, soit nous vous écrasons. Voilà notre conception de la diplomatie. Comme le dossier du programme nucléaire est très complexe sur le plan technique, il faut des personnes capables d'expliquer les choses, car le décideur entendra les équipes techniques. Que signifie ceci? Que signifie cela? Et comment peut-on gérer cela? Ensuite, il en vient à une sorte de solution. Nous n'avons pas vu cela. Les équipes que nous emmenions en Union soviétique, NIMA, remplissaient souvent 2 ou 3 avions. Vous savez, lorsque nous travaillions sur un traité comme le traité ABM, le traité SALT ou le traité INEF, Reykjavik, quand nous sommes allés à Reykjavik, c'était probablement une équipe réduite, si l'on peut dire. Non pas réduite en ce qui concerne le président, mais en ce qui concerne les questions à aborder. Néanmoins, une équipe assez importante s'y est rendue. Parfois, il y avait plusieurs avions pleins de personnes. Aujourd'hui, nous n'en voyons plus personne, à part Wikoff et Kushner, peut-être 1 ou 2 autres personnes. Cette fois, nous avons envoyé le vice-président, qui faisait constamment rapport à Bibi, comme vous l'avez dit. D'après le compte-rendu que j'en ai eu, on aurait presque dit qu'il était plus en contact avec Bibi sur les questions et discussions sérieuses qu'avec les personnes assises en face de lui. Larry, comment la Chine perçoit-elle le blocus? Parce que nous avons entendu le ministère chinois de la Défense déclarer « Nous allons faire entrer et sortir nos pétroliers, et personne ne peut rien y faire. » D'accord. Je pense que vous allez voir Xi Jinping de plus en plus enclin à ne pas prendre de risques, pas qu'ils en prennent vraiment, mais à tenir tête à l'Empire,
parce que l'Empire est, disons-le ainsi, complètement hors de lui. Hors de lui en ce qui concerne ce qu'il fait, et que la Chine peut interpréter comme étant indirectement, voire directement, dirigé contre elle, non pas contre l'Iran, mais contre la Chine. Et l'un des exemples les plus ostentatoires de cela est le bombardement de cette voie ferrée par Israël et les États-Unis. Cette voie ferrée devait prendre environ, 25 heures pour ce trajet. Celles qui passent par le centre prennent 16 heures. Réfléchissez-y un instant. Les ports du Pacifique en Chine, au lieu de 2 jours et demi ou 3 jours pour acheminer leur commerce jusqu'au cœur de l'Europe, cela prend 16 heures. C'est un sacré changement. C'est un bouleversement mondial, un tournant décisif. Et celui-là, si je me souviens bien, prenait 25 heures depuis les ports du Pacifique jusqu'à Bandar Abbas ou Chabahar, quel que soit le terminus. Ensuite, il devait remonter le golfe Persique et pénétrer au cœur de l'Europe par le flanc sud. Ils sont en train de bombarder cela. Bien sûr, cela ne change pas grand-chose quand on bombarde des voies ferrées, car comme les Allemands, les Japonais et tous les autres l'ont montré pendant la Seconde Guerre mondiale, on reconstruit les chemins de fer assez rapidement. Mais c'est directement dirigé contre la Chine. Directement dirigé contre la Chine. Il n'y a aucune confusion possible dans l'esprit de Xi Jinping, de Wang Yi ou de quiconque en Chine. C'est bien à cela que cela s'adresse. Et dans une certaine mesure, tout ce conflit, s'il a une quelconque logique stratégique, concerne la Chine. Que ce soit simplement parce que la Chine est amie avec l'Iran, ou plus largement parce qu'elle utilise cette voie ferrée et qu'elle menace le commerce maritime. Imaginez cela. Plus besoin du Bab el-Mandeb, ni du détroit d'Ormuz, puisque tout passe par voie terrestre ou par des oléoducs. Larry, tu vois, on perçoit une certaine forme de désespoir chez Donald Trump lui-même, à cause de la manière dont il attaque tout le monde. Ce n'est pas seulement à propos du pape. C'est aussi à propos du Royaume-Uni, de l'Espagne. Il s'en prend à tout le monde. L'Europe n'a plus d'importance. Nous ne nous en soucions plus parce qu'il ne nous aide pas. Et aujourd'hui, nous avons appris qu'ils exercent également beaucoup de pression sur l'Arabie saoudite. Le ministre des Affaires étrangères saoudien a déclaré « Nous prenons nos décisions en fonction de nos propres calculs, pas de ceux de l'autre partie. » Ces types de changements qui se produisent sont vraiment importants, car imagine simplement l'Arabie saoudite avant la guerre. Imagine d'autres pays, le Qatar, avant la guerre. Ils savent en ce moment quelles seraient les capacités des États-Unis à les défendre. C'est pourquoi, à mon avis, ils cherchent à parvenir à une forme d'entente qui pourrait entraîner d'énormes changements dans la région, d'énormes changements en Europe. Quand on voit, par exemple, vous savez, est-ce le Premier ministre d'Espagne ou le président? Je crois que c'est le président de l'Espagne, qui se rend en Chine. C'est un changement majeur, d'ailleurs, car il a été attaqué par Donald Trump, qui disait qu'il allait tout couper. Mais il a déclaré « Oh, nous allons entamer une nouvelle relation, une nouvelle forme de partenariat avec la Chine. » Ce sont là des réponses à Donald Trump. Quelle est la porte de sortie pour lui? Ce piège qu'il s'est tendu lui-même au Moyen-Orient. Voyez-vous une issue pour lui? Je sais que tu le dis de manière un peu métaphorique, mais c'est vraiment un piège pour les États-Unis, autant que pour le président, et même plus encore pour les États-Unis. Le président partira, les présidents vont et viennent. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir pourquoi l'establishment de ce pays adhère plus ou moins à cette ligne de politique étrangère et de sécurité. Je n'arrive pas à le comprendre. Le président n'est pas si puissant qu'il n'existe pas dans ce pays des personnes capables de l'influencer, de le convaincre, de le faire changer d'avis,
quel que soit le terme qu'on veuille employer, vers une politique étrangère et de sécurité différente et plus positive. Il y a même des gens au sein du Parti républicain qui pourraient le faire. Alors pourquoi adhère-t-il si scrupuleusement à son rôle et à ce qu'il fait, qu'il s'agisse de traiter avec le pape ou avec l'Iran? La seule chose que je peux comprendre, c'est qu'ils sont encore tellement fascinés par la capacité de Trump à mobiliser des électeurs qu'ils pensent que c'est là qu'il faut être, que ce soit Lindsey Graham, John Thune ou n'importe qui d'autre. Et je pense qu'ils se trompent lourdement. Alors pourquoi font-ils cela? Pourquoi ont-ils tort? Sont-ils vraiment aussi stupides? Je veux dire, le Congrès devrait se lever à tout moment et le contrôler. Il pourrait se lever et le contrôler. Et je pense que politiquement, aujourd'hui, cet acte jouerait davantage en leur faveur, qu'ils soient républicains, et certainement s'ils étaient démocrates, plutôt qu'à leur désavantage, politiquement et autrement. Alors pourquoi ne le font-ils pas? Qu'est-ce qui retient cet homme dans sa maison de fou au lieu de le voir en camisole de force, escorté dehors par un marshal fédéral? Qu'est-ce qui fait que cela continue? Est-ce simplement une peur abjecte? Est-ce de la fascination? Sont-ils hypnotisés par lui? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. Cela ne peut tout simplement pas être à cause de ses politiques. Et pourtant, je suis forcé de revenir à l'idée que la majorité d'entre eux, ou une petite majorité, doit soutenir ces politiques. Et alors, il faut se poser la question, pourquoi? Je reviens sans cesse à la Chine. Je reviens sans cesse à l'idée que, même exécutées imparfaitement, ces mesures sont anti-Chine et qu'ils vont donc les soutenir. Je ne sais pas si c'est toute la réponse à ce mystère, mais je soupçonne que c'en est au moins une partie. Ils n'ont personne d'autre. Et il prend des mesures, j'aurais dû inclure la Russie là-dedans. Il prend des mesures qui au final semblent être anti-Russie. Et il prend des mesures qui sont ouvertement anti-Chine. Je ne vois pas d'autre façon de l'interpréter. Penses-tu que si d'une manière ou d'une autre, Donald Trump en arrive au point où il doit se détacher d'Israël, politiquement du moins, avec la guerre, je ne parle pas simplement de quitter Israël, mais des escalades au Moyen-Orient, est-ce que cela suffirait? Dirait-il, je ne vais pas y être. Quelle serait la condition? Quand tu examines les liens que Donald Trump entretient avec l'agenda sioniste, penses-tu que cela vient essentiellement de Netanyahou et de son administration, des gens en Israël, ou vois-tu l'AIPAC jouer un rôle plus important là-dedans? Je pense que nous avons dépassé ce genre de choses maintenant. Je sais que John Mearsheimer ne cesse d'insister sur cet aspect-là, mais je crois que nous sommes bien au-delà du pouvoir d'un lobby ou de celui des milliardaires pour influencer Donald Trump. En revanche, je ne pense pas que nous soyons au-delà du pouvoir d'Epstein et de ces dossiers qui pourraient être au moins partiellement, sinon totalement, rendus publics. Je ne pense pas qu'ils seront jamais entièrement publiés, mais ils pourraient constituer un moyen de le freiner ou de le convaincre de faire ce qu'il fait. La seule chose qui m'a manqué dans cette révélation du New York Times, si l'on peut dire, à propos de ce qui s'est passé pendant les discussions, où Bibi Netanyahou a été le principal influenceur de Donald Trump pour la guerre avec l'Iran, c'était Epstein. Même une simple conjecture à propos d'Epstein. Je pense que ça touche Donald Trump là où il vit. Donald Trump vit dans son narcissisme. Il vit dans sa mégalomanie. Il vit dans Donald Trump. Et si Epstein menace réellement ce tissu, Donald Trump ira jusqu'à son propre suicide pour l'empêcher. Et il mènera certainement l'Amérique à son suicide pour l'empêcher. Alors comment en sortir? Comment sortir d'une situation où l'on a un président absolument déterminé à empêcher que cela se produise? Israël est l'instrument qui permet que cela arrive. Et par conséquent, on n'abandonnera jamais Israël. C'est une sacrée situation pour l'Amérique.
mais je pense que c'est une bonne synthèse de là où nous en sommes. Sinon, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Comme Kerry l'a dit, nous avons déjà connu cela par le passé. Bill Clinton était très proche d'Israël. C'est Bill Clinton qui a tout gâché. Il a gâché les négociations, les pourparlers des accords d'Oslo et ceux qui ont suivi. C'est Bill Clinton qui a fait cela, et il l'a fait en collaboration avec Ehud Barak. Oh, qui est l'homme mentionné à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein? Ehud Barak. Sommes-nous donc à un tournant de la diplomatie américaine et de la politique étrangère et de sécurité, où un seul homme, mais en réalité, il ne s'agit pas d'un seul homme, il n'est qu'un agent, où nous parlons de tous ces pédophiles élitistes, trafiquants, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, influencés par un ensemble de dossiers disponibles pour le chantage à tout moment. Et nous parlons de cette convergence qui façonne la politique étrangère et de sécurité américaine. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Vraiment pas. Tous les autres présidents ont été influencés d'une manière ou d'une autre. Depuis le tout début, ils ont été plus ou moins influencés. LBJ a été fortement influencé par Israël. John Kennedy ne l'était pas. Jimmy Carter n'a pas été très influencé par Israël. Regardez les autres et vous verrez un peu d'influence ici et un peu là, mais vous ne verrez personne totalement soumis à Israël avant d'arriver à Donald Trump. Comme Kerry l'a dit, même Biden et Obama lui ont parfois dit non. Quand Trump lui a-t-il dit non sur quoi que ce soit? Dernière nouvelle, Larry. Israël et le Liban ont accepté d'entamer des négociations directes à la suite des discussions d'aujourd'hui. Et voici ce qu'Hillary Clinton en a dit. Wow, ils vont vraiment se parler directement. Wow, voici ce qu'a dit Hillary Clinton. La loi n'est en aucun cas vaincue, car nous sommes actuellement engagés dans une guerre dans le sud du Liban. Voici ce que je souhaiterais. Premièrement, et enfin, il semble y avoir ici une ouverture. Je plaide en coulisses pour cela depuis plusieurs mois. Israël devrait soutenir ce gouvernement libanais. Il n'y a pas eu de meilleur gouvernement libanais depuis que les Syriens et les Iraniens ont assassiné Hariri. Ils font des efforts. Ont-ils toutes les capacités nécessaires? Non. Mais ils essaient de mettre en place un gouvernement au Liban capable de faire face à la menace que le Hezbollah représente à l'intérieur du pays. Donc, plutôt que de rendre leur tâche encore plus difficile, il faut collaborer avec ce nouveau gouvernement libanais. Voyez jusqu'où vous pouvez les aider à aller pour désarmer le Hezbollah. Hillary a tort depuis le tout début. Cette espèce de Hillary Clinton me met tellement en colère. Je la méprise profondément. Et je ne dis pas ça de beaucoup d'êtres humains. Elle se trompe. Ce n'est pas au gouvernement libanais de soutenir les États-Unis et de s'en prendre au Hezbollah. Premièrement, ils n'en ont pas la capacité. Deuxièmement, ils n'ont pas besoin de le faire. Et troisièmement, ils ne devraient pas le faire. Ce qu'ils devraient chercher, c'est un arrangement avec Israël qui dise à Israël, le Hezbollah fait partie du Liban. Accepte le mec. Maintenant, laisse-nous tranquilles. Et ensuite, au Hezbollah, hey, on a réussi à ce qu'il te laisse tranquille. Arrête ce que tu fais et passons à autre chose. C'est la seule possibilité qui pourrait mener à une solution réaliste. Dire au gouvernement, vous devez faire attention. Et qu'allons-nous dire ensuite, Nima? Nous allons dire exactement ce que nous avons toujours dit à ces gouvernements libanais. Peu importe qui ils étaient, peu importe leur confession ou leur division, les chrétiens au sommet, bien sûr. Vous serez armés jusqu'aux dents par nous, pour vous en occuper. Et puis armé jusqu'aux dents devient, vous savez, normal. Il y a le New Jersey au large, avec ses canons de 16 pouces tirant sur les Druzes. Il y a les collines. Je ne sais pas. C'est insensé.
Nous n'aurons jamais au Liban un gouvernement tellement lié aux États-Unis, à ce que les États-Unis veulent faire, à la manière dont ils veulent le faire et à la force qu'ils veulent employer pour le faire, qu'ils soient capables de faire face au Hezbollah. Pas question. Alors que faut-il faire? Il faut parvenir à une forme d'accord politique. Oh, incroyable. Qui a fait cela le mieux? Qui Netanyahou a-t-il tué? Qui l'avait fait le mieux? Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce qu'il l'avait fait le mieux. Et Netanyahou ne voulait pas qu'il le fasse. Je parle bien sûr de Nasrallah. Ils l'ont tué, l'homme qui aurait pu le faire. Il faut intégrer le Hezbollah comme entité politique. Et si vous voulez donner un peu de force à vos forces armées, en tant que branche militaire de vos forces armées aussi, très bien. Et il faut arrêter ces bombardements israéliens du Liban tous les 10 ans, juste pour l'empêcher de devenir un concurrent économique. C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos des bombardements israéliens du Liban. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder depuis 82, et même avant 82. Les bombardements ne visent pas nécessairement à tuer le Hezbollah. Ils visent à détruire la capacité du peuple libanais, qui fut autrefois le plus brillant, le plus puissant et le plus prospère des entrepreneurs de la Méditerranée orientale, à le redevenir. Parce que c'est le rôle d'Israël maintenant. C'est le rôle d'Israël, avoir le gaz, le pétrole, l'eau, les plages et posséder la première économie de la région. Le rôle d'Israël, pas celui du Liban. Donc Beyrouth disparaît. Et si tu ne le fais pas, on te bombardera tous les 10 ans pour s'assurer que ton économie ne puisse plus jamais se relever à égalité. Voilà. Alors, Hillary, va au diable. Donc le résultat de ces négociations, même Satan n'en voudrait pas. Le diable ne voudrait pas de Hillary. Je suis désolé. Allez-y. Ainsi, le résultat de ces négociations serait, d'une manière ou d'une autre, de convaincre le gouvernement libanais ou, en envoyant davantage d'armes, de renseignements et tout ce dont ils ont besoin, de déclencher une nouvelle guerre civile au Liban. Le Liban les combattrait d'un côté, les Israéliens les combattraient de l'autre, et nous aurions un sacré désordre, comme si nous n'en avions pas déjà un en ce moment, tu vois. J'ai toujours dit que je n'en avais aucune preuve. Il ne serait pas très difficile de me convaincre qu'Israël a eu beaucoup à voir avec l'explosion du stock d'engrais dans le port. Il ne me faudrait pas grand-chose pour en être persuadé. Et regardez ce que nous avons fait. Nous avons construit la plus grande ambassade, je crois, que nous ayons jamais bâtie dans le monde. Taille extraordinaire, profondeur extraordinaire, emplacement extraordinaire et tout le reste. Où ça? Au Liban. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des diplomates. Il y a le Mossad, le MI6, la CIA, toutes sortes de services de renseignement et d'actifs, y compris ceux dans l'espace, et ainsi de suite. Et elle est là parce que nous voulons établir un bastion dans cette région pour empêcher la Chine de passer par la route centrale, à travers le Caucase et l'Asie centrale. C'est pour cela qu'elle est là. Ce n'est pas pour les Libanais. Tu crois que ce vaste complexe est là pour les Libanais, pour la diplomatie avec les Libanais? Bien sûr que non. Il est là parce que nous profitons de leur position stratégique et nous nous fichons complètement d'eux. C'est la vérité, tout simplement. Et c'est aussi la vérité à propos de cette femme qui vient de parler, Hillary Clinton. Elle se moque éperdument du peuple libanais. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa réputation et le fait d'imposer son point de vue sur ce que devrait être notre politique. C'est tout ce qui compte pour elle. Notre politique devrait être Liban, Tel Aviv, Beyrouth, Tel Aviv. Vous êtes égaux. Nous allons vous soutenir et nous allons vous soutenir. Mais nous ne vous soutiendrons pas l'un au détriment de l'autre, ni l'inverse. Voilà ce que devrait être notre diplomatie. Et je dirais que notre diplomatie devrait viser davantage le Liban qu'Israël. Parce qu'elle a une diminution de small.
Il y a longtemps, ils sont devenus un fardeau pour les États-Unis. Et en ce moment, ils sont un fardeau mortel. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, il représente pour nous un fardeau mortel, funeste. Et elle est là à parler comme si tout allait bien. Mais bien sûr, pour elle, tout tourne autour du sauvetage d'Israël. Il s'agit de rendre Israël viable et prospère, l'État numéro 1 de la Méditerranée orientale. Je suis désolé, Hillary, c'est fini. Terminé. Tu y as largement contribué. Va-t'en, va-t'en. Et au fait, ton commentaire à propos de Muammar Kadhafi, où tu as dit « Nous sommes venus, nous avons vu et il est mort », a été l'une des remarques les plus maladroites et les plus désastreuses qu'un diplomate américain ait jamais faites. Alors va-t'en, Hillary. Ne parle plus à personne. Je suis désolé, mais je la déteste. I'm sorry, but I detest her. Nous avons la réaction du mouvement libanais Amal. Ils ont déclaré qu'ils rejetaient les pourparlers israélo-libanais d'aujourd'hui à Washington. Et ils l'ont déjà fait. Ils font partie du Hezbollah. Et ils ne... Le Hezbollah. Je ne sais pas, Larry. On dirait que le Liban se dirige à nouveau vers une guerre civile. Et c'est précisément ce que veut Israël. S'ils sont en guerre civile, ils ne peuvent en aucun cas, ni économiquement, ni autrement, menacer Israël. Israël is cruel at a sastafuchuith. Oui, absolument. C'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Tout comme ce qu'ils essayent vraiment de faire en Syrie, si on y réfléchit bien. Et ils ont essayé en Iran, mais sans succès. Ils ont simplement détruit énormément d'infrastructures, tué énormément de gens et commis de très nombreux crimes de guerre, ce qui ne semble plus déranger personne. Cela ne dérange certainement pas Donald Trump. Nous commettons crimes de guerre après crimes de guerre. Les Israéliens aussi, au Liban en particulier, mais aussi en Cisjordanie. Crime de guerre après crime de guerre. Et personne ne dit rien. Personne ne lève le drapeau, pas même l'ONU. Nous sommes entrés dans une dimension des affaires mondiales que je n'aurais jamais cru voir de mon vivant. La Russie et l'Iran, Larry, sont, eh bien, on peut le dire, en guerre active avec les États-Unis. Tous deux se battent, d'une manière ou d'une autre, directement et indirectement contre les États-Unis. L'un en Ukraine, l'autre en Iran. Et au fil du temps, je vois ces deux pays se tourner davantage vers l'Est. Je pense que le résultat de ce qui se passe en ce moment, si l'on regarde le tableau d'ensemble, c'est qu'il se rapproche de la Chine. Il semble que la Chine soit... Regarde la façon dont l'Europe perçoit la Chine. Ou du moins, nous avons vu l'Espagne s'y rendre et discuter avec elle. Les Émirats arabes unis sont également allés en Chine. Les Émirats ne parlent pas aux Iraniens, mais ils sont prêts à aller en Chine. Et la Chine veut une région plus stable et plus calme en Asie occidentale. C'est ce qu'elle souhaite. Alors, vois-tu tout cela? Eh bien, nous parlions des BRICS, de l'OCS, de l'Est, du concept eurasiatique, ainsi que les États-Unis dans la région. The Eurasia concept replacing the United States in the region? Je ne vois ni la Chine ni la Russie remplacer immédiatement les États-Unis dans la région. Ce que je vois, ce sont peut-être deux avenirs possibles pour la région. Je vois une période assez chaotique, suivie peut-être d'une nouvelle alliance avec une grande puissance, et ensuite une certaine stabilité. Ou bien je vois le chaos, un chaos raisonnable. Je vois des bouleversements, puis un renversement complet et un changement dans la région. Autrement dit, le peuple gagne plus de pouvoir et les autocrates s'en vont, quel que soit le temps que cela prenne et quelle qu'en soit la violence. Le premier scénario est probablement le plus plausible, mais il prendra plus de temps, car je pense que, en particulier les Saoudiens, mais d'autres aussi, voudront vraiment voir comment les choses évoluent avant de miser, pour ainsi dire, sur la Chine ou la Russie, ou sur un duo Chine-Russie, ou, de manière plus large et plus acceptable pour eux, bien que pas nécessairement pour leur peuple, sur les BRICS.
et sur le fait de rejoindre ce mouvement ou d'y être ostensiblement associé. Mais une grande partie de tout cela va dépendre de savoir si MBS met réellement en œuvre ce qu'il a déjà dit qu'il allait faire, à savoir détourner les oléoducs vers la Syrie pour faire remonter le pétrole sans passer par Israël. C'est un coup fatal pour Israël, s'il n'y en avait pas déjà assez. Je ne pense pas que nous verrons une organisation de sécurité dans la région du Golfe qui remplace réellement les États-Unis. Une organisation capable et réussissant à le faire, de concilier les intérêts aussi variés de ces pays. Donc le CCG est mort. Il a toujours été plutôt moribond. Mais de toute façon, sans les États-Unis, il est complètement mort. Et c'est le dernier point que je ferai. Nous sommes partis, nous quittons la région une fois que tout cela sera terminé. Nous pourrions nous retirer douloureusement ou nous retirer de manière moins douloureuse, mais nous partirons. Voici la question que je me pose. Reviendrons-nous à nos pratiques antérieures et adopterons-nous l'équilibre offshore comme stratégie pour la région? Aurons-nous même les moyens navals, en particulier, pour le faire? Ou bien partirons-nous complètement sans autre contact que les liens économiques et autres, inévitables, que nous avons tissés au fil du temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que, comme je l'ai dit plus tôt, l'OTAN soit encore debout. L'OTAN est finie. Le lien transatlantique, s'il existe encore, est aujourd'hui très très faible. Et je pense qu'avant que Trump ne parte, nous le couperons probablement. La question alors est la suivante. Jusqu'où s'étendra notre parapluie nucléaire après cela? Trump dirait probablement que cela ne va pas plus loin que l'océan Atlantique. Mais je pense, comme je l'ai déjà dit, que nous assistons à de véritables changements qui se profilent à l'horizon. Et ces changements sont accélérés, et beaucoup d'entre eux de manière dangereuse, par Donald Trump. Mais la plupart de tout cela représente encore une fois le défi ultime. La plupart de ces phénomènes sont causés par la tension entre l'Empire et la Chine, la Russie, les BRICS et tout ce que cela représente en termes de pouvoir. Le pouvoir quitte l'hémisphère occidental, il se déplace vers l'Est. La Chine appelle « Viens à l'Est, mon ami, pour la prospérité, pour la réussite économique. » 60% du monde est déjà ici. Larry, ce sont eux qui l'ont vu en dernier. Ils ont publié des images haute résolution d'une piste d'atterrissage abandonnée dans le sud d'Ispahan. C'était l'opération de sauvetage. Le risque pour le pilote. Et voici les images. Tu te souviens de ce qu'ils ont dit? Voici les images qu'ils ont publiées. Regarde ça. Ils ont dit que c'était une sorte de sable qui s'était enlisé dans le sable. Ce n'est pas du sable. Regarde la région. On voit bien que c'est de l'asphalte, d'ailleurs. Ce n'est pas du sable. Si c'est bien ce que je pense, c'est un sacré cratère là aussi. Cet aérodrome n'aurait pas pu être utilisé autrement. Avec les cratères c'est quoi ça? C'est l'extrémité ouest ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. C'est Ispahan. Ouais, la partie sud d'Ispahan. Je t'ai compris. La partie sud d'Ispahan. Je te suis. Le sud est en haut. D'accord. Donc les cratères à cette extrémité et ceux ici, sur l'aire de stationnement, l'aire de taxi et de parking, c'est probablement causé par des munitions. En d'autres termes, quelqu'un a frappé ça avec des tirs de roquettes, des drones ou quelque chose du genre. Alors, quel était le problème avec les C-130? Ils ne pouvaient pas décoller parce qu'ils n'avaient pas de piste qui leur permettait de le faire. Et ont-ils été touchés sur l'aire de stationnement? C'est ce qui m'a semblé. Il semble qu'ils, puisqu'ils ne nous ont rien dit sur les pertes, ni sur ce qui s'est réellement passé, aient inventé une sorte d'histoire pour nous tous, affirmant que l'opération avait été un succès. Mais je pense que tôt ou tard,
ce genre d'informations finira par sortir. Penses-tu qu'un jour, ils finiront par les révéler d'une manière ou d'une autre? Ou devons-nous attendre la prochaine administration pour en entendre parler? Oui, je veux dire, comme tu viens de le montrer, il y a tout simplement trop de façons pour que ces informations se répandent. Maintenant, elles sont brouillées et transformées en propagande. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on en vient à se demander ce qu'est encore la vérité. Je t'ai parlé du fait que je suis apparu dans 2 épisodes différents sur YouTube, donnant des conférences très claires et je pense très bonnes sur la géopolitique et la stratégie. Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas moi. Ils ont mes traits du visage, ils ont ma manière de parler. La seule chose qu'ils font tout le temps, la personne qui m'imite ou le beau, c'est ce petit geste en permanence. Moi, je ne fais jamais ça, donc ils se sont trompés là-dessus. Mais c'est bien ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. À qui faire confiance dans ce monde de vérité fabriquée? Je vais te dire une chose, Nima. La dernière personne à qui je ferai confiance, c'est Donald Trump. L'avant-dernière, c'est Pete Hegseth. Et le groupe de personnes en qui je n'aurai aucune confiance, c'est la direction américaine. Le cas de Pete Hegseth est tellement compliqué. Je ne sais pas combien de temps Donald Trump peut... Il ne fait créer. Il en est à son 13e mois de service de prière de l'OSD. Cela s'appelait autrefois les services de prière du protocole. C'est donc son 13e mois à le faire. Et si vous regardez l'invitation, elle mentionne des officiers généraux et des officiers supérieurs, des amiraux et des généraux, avec des places réservées à l'avant. Ce n'est pas obligatoire, mais ces places leur sont réservées. Tous les autres s'assoient derrière les 2 premières rangées et personne ne vient sans être sur la liste des invités, qui comprend des membres civils et militaires du DoD. Voilà donc qui assiste à ces réunions de prière, alors qu'elles sont censées être facultatives. Maintenant, que pensez-vous qu'il arrive à un officier général ou à un amiral qui ne s'assoit pas dans ses premiers rangs ou qui ne vient pas du tout? On note son nom. Je veux dire, faut-il vraiment plus d'indices pour comprendre ce qui se passe là? Non. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un bloc-notes et d'un stylo. Que font-ils avec ces réunions de prière, à part permettre à Pete Hegseth de monter sur scène et de dire de belles prières avec ses prédicateurs et tout le reste? C'est inadmissible ce qui se passe. Mélanger la religion et l'armée de cette façon, jamais je n'aurais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que cela puisse arriver. Et pourtant, il le fait maintenant, depuis 13 mois d'affilée. Que font les Juifs? Que font les musulmans? Que font les agnostiques? Que font les athées? Que font les vrais chrétiens quand on les invite à ces événements? Sacrifier leur carrière en refusant systématiquement d'y aller. Et ne viens pas me dire qu'ils ne tiennent pas de registre de qui vient et qui ne vient pas, parce que c'est comme ça qu'ils décident qui est renvoyé et qui reste. Larry, avant de conclure, voici le chef du Mossad qui explique que la mission principale d'Israël est le changement de régime en Iran. Il ne se préoccupe pas de ce qui se passe. Négociations, discussions ou quoi que ce soit entre l'Iran et les États-Unis. Israël suit sa propre politique. Voici ce qu'il a dit. Le Mossad opère à nouveau à Téhéran. Nous transmettrons des informations précises à l'aviation. Nous avons été touchés par des missiles qui menacent les citoyens d'Israël, mais notre mission est accomplie. Nous ne pensions pas que cette mission se terminerait immédiatement avec la fin de la guerre, mais nous avions également prévu qu'elle se poursuive et aboutisse pendant la période suivant les attaques à Téhéran. Notre engagement ne sera pleinement accompli que lorsque ce régime extrême sera remplacé.
מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה. אותו משטר שרוצה את השמדתנו חייב... Nima, tu sais, tu pourrais prendre les dernières lignes de ce discours, les 2 ou 3 dernières phrases, et les mettre dans la bouche d'Abbas Araghchi, du président du Majlis ou de n'importe qui d'autre, et elles seraient tout aussi pertinentes. Tu vois donc à quel point le conflit est insoluble ici. La seule différence, c'est que l'Iran a été attaqué sans justification et qu'Israël était l'assaillant. C'est la seule différence en ce qui concerne la situation inextricable à laquelle nous faisons face. Et je dois dire, d'un point de vue militaire, que l'Iran va gagner. Donc, ce type est, tu sais, je ne sais pas, l'armée israélienne, le Mossad, la direction là-bas, Ben Gvir, Smotrich, ces gens sont des bêtes. Je ne dirais pas cela de la direction iranienne. Donc mon souhait, c'est que les bêtes perdent et que les humains gagnent. Ils ont dit que sans les États-Unis, ils ne seraient pas capables de poursuivre la guerre. Ils ne retourneront pas à la guerre sans le soutien américain. Ils connaissent leurs capacités. Ils en sont bien conscients. Je pense que c'est vrai, mais je ne vois pas Donald Trump couper ce cordon ombilical. Je ne le vois tout simplement pas à ce stade. Les choses qu'il a dites et faites, comme je te l'ai mentionné, me montrent qu'il y a quelque chose de bien plus personnel là-dedans que Miriam Adelson ou Bibi Netanyahou. Je ne pense même pas que Donald Trump aime Bibi Netanyahou. Je crois qu'il le méprise, honnêtement. Mais il se passe quelque chose ici. Pourquoi Bibi Netanyahou a-t-il eu le lit de Jared Kushner lorsqu'il a visité les États-Unis? Jared Kushner a quitté sa propre chambre, son propre lit, pour laisser Bibi y dormir. Pourquoi? Ne me dis pas que c'est parce que Jared aime Bibi ou que Bibi aime Jared. Il se passe quelque chose ici, et nous ne savons pas ce que c'est. Et c'est la raison pour laquelle ce cordon ombilical entre Tel Aviv et Washington ne sera pas rompu tant que Donald Trump sera président. Merci, Larry. Bien sûr. J'aimerais que le tableau ne soit pas si sombre. Oui, le tableau est sombre. On ne peut pas le changer, mais il faut en parler. Je pense que c'est pas entre nos mains. Ça ne l'est tout simplement pas, tu vois. Ce qui me dérange, c'est toutes ces personnes qui meurent. Je veux dire, tu sais, sans aucune raison valable. Même si on essaie de voir les choses du point de vue qu'on est censé adopter, celui selon lequel l'Iran serait le plus grand État sponsor du terrorisme sur la planète, ce qui est totalement faux. Ce sont les enfants et les femmes qui souffrent et meurent sous ces bombes. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Merci, Larry. Tu as reçu beaucoup d'éloges à la conférence où j'étais. Tu connais ce type, Nima? Oui, je connais ce Nima Al-Khorshid. Eh bien, il fait du bon travail. Oui, il fait du bon travail. Merci. Tu le mérites. Merci. Prends soin de toi. On se voit vendredi. Oui, on se voit vendredi. C'est Larry? Oui, on va se retrouver. Toi, moi et Larry. Bien. Il a fait quelques déclarations. Je veux vérifier avec lui. À plus tard. À bientôt. Au revoir.